Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo paranormale et aujourd'hui on s'attaque à un gros dossier puisque je vais vous parler de l'histoire de la famille Perron. Alors peut-être que comme ça vous dit rien, mais c'est l'histoire qui a inspiré le film Conjuring, le tout premier, donc je pense que du coup vous voyez de quoi je parle. Je pense que c'est un film qu'on a tous et toutes vu à un moment dans nos vies, même moi qui aime pas forcément les films d'horreur, je l'ai vu, il y a pas longtemps d'ailleurs, mais je l'ai vu. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler de la véritable histoire de ce qui s'est vraiment passé avec cette famille, parce que forcément dans les films c'est romancé et il y a des choses qui sont changées, etc. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors, un peu de contexte. Donc, en 1970, Roger et Caroline Perron étaient mariés depuis 13 ans et avaient 5 filles de 5 à 12 ans. Donc, on avait Andrea, Nancy, Christy, Cindy et Avril. Ils vivaient tous très heureux dans une jolie maison de Cumberland, dans le Rhode Island, depuis plus de 6 ans. Mais ils ont dû déménager à cause d'un horrible incident qui s'était produit pendant qu'ils étaient en vacances, et c'est ça qui les avait convaincus de déménager. En fait, une bande de jeunes s'était amusée à saccager complètement leur propriété, mais aussi à torturer leurs 2 chats, dont le plus jeune, jusqu'à la mort. Ils ont trouvé à un prix raisonnable une vieille ferme à Harrisville, toujours dans le Rhode Island. C'était une ancienne plantation établie par un colon en 1680. C'était une propriété qui comprenait un terrain de 800 mètres carrés, une grande maison avec 10 pièces qui datait de 1736 et avec une grande grange. Et donc Roger et Caroline pensaient avoir trouvé leur endroit, l'endroit de leurs rêves. Ils imaginaient déjà leur fille courir et jouer librement dans les champs, mais en réalité ils venaient de signer pour le plus long cauchemar de leur vie. Ils emménagèrent en janvier 1971 et les manifestations ont directement commencé. Les esprits hantaient la vieille ferme et au début ils semblaient assez inoffensifs. Ils étaient opaques, plutôt solides en apparence mais n'étaient jamais agressifs. L'un d'eux laissait une odeur de fleurs derrière lui, un autre embrassait chaque soir les filles dans leur lit pour leur dire bonne nuit. Il y avait aussi un petit garçon qui poussait des voitures miniatures. Il y avait également un esprit que Cindy et Avril adoraient, qu'elles appelaient Manny. Elles expliquaient que c'était l'esprit d'un certain Johnny Arnold qui s'était pendu dans le grenier au XVIIIe siècle. Ils les regardaient dans leur quotidien avec un sourire tordu, visiblement en s'amusant de leur jeu, mais s'il y avait un contact visuel, ils disparaissaient directement. Au fil du temps, les filles s'étaient vraiment attachées aux esprits de la maison. Avril s'était fait un ami qu'elle avait appelé donc Olivier, avec qui elle jouait et avec qui elle communiquait par télépathie. Cindy attirait l'activité surnaturelle comme un aimant, elle recevait des messages et voyait des fantômes. Christy semblait avoir développé certains dons, Nancy était une médium de seulement 9 ans, et Andrea voyait des ombres glisser de pièce en pièce en silence. Et en dehors de ces manifestations, il se produisait de nombreux phénomènes inexplicables dont toute la famille était témoin. Donc par exemple, les lits lévitaient à quelques centimètres du sol, les combinés téléphoniques flottaient puis retombaient brutalement sur leur socle quand quelqu'un entrait dans la pièce, les photos se décrochaient des murs, des petits objets bougeaient tout seuls, les chaises étaient parfois retirées sous les fesses des invités, et ils entendaient souvent le frottement d'un balai qui provenait de la cuisine, qui était d'ailleurs la pièce où il se passait le plus d'activités surnaturelles. Et quand ils rentraient dans la cuisine, ils constataient que le balai avait été déplacé et qu'un petit tas de saleté attendait d'être jeté à la poubelle. Donc comme ça, ces incidents pouvaient sembler anecdotiques, mais il y en avait d'autres qui étaient bien plus angoissants, comme par exemple un jour le sang qui avait suinté d'une orange, ou même encore une fois un mur qui s'était évaporé temporairement. Et après 1 an après leur arrivée dans la maison, de nouveaux esprits sont apparus et ils étaient encore plus pénibles que ceux qui étaient déjà là. L'un d'eux n'était pas identifié, mais il s'amusait à claquer les portes, les refermer ou les bloquer de façon à ce que personne ne puisse les ouvrir. Il y avait aussi celui d'une petite fille qui tenait régulièrement réveiller toute la maison en appelant sa mère
toute la nuit en criant, et un autre qui tourmentait Cindy qui avait seulement 8 ans en lui répétant en boucle qu'il y avait 7 soldats morts enterrés dans le mur. Caroline, donc la maman, pensait avoir identifié une créature malveillante qui s'acharnait sur elle. Alors j'espère que je vais bien dire son nom parce que c'est un peu compliqué. Bathsheba Sherman, une femme qui habitait la région et qui se serait pendue à un arbre derrière la grange. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait énormément d'histoires et de rumeurs qui courait les rues sur cette fameuse Bathsheba. Elle était surnommée la sorcière de la cuisine et comme la plupart des manifestations se produisaient dans cette pièce, comme je vous l'ai dit, Caroline se demandait si ce n'était pas lié. Et donc elle entreprit des recherches en fouillant dans les archives municipales et elle retrouva bien la trace de Bathsheba. Alors du coup, qui était cette fameuse sorcière? Donc elle était née en 1812 dans le Rhode Island. Elle avait épousé un certain Judson Sherman le 10 mars 1844 à Thompson dans le Connecticut. C'était une femme au foyer et son mari travaillait comme agriculteur sur leur terre pas loin de la ferme des Perron. Et d'après la légende locale, Bathsheba avait connu une vie de solitude. C'était devenu une paria après qu'elle ait été accusée du meurtre de sa petite fille qui avait seulement quelques mois. En fait, son corps avait été retrouvé avec une grande aiguille plantée à la base du crâne et tout le monde avait soupçonné sa mère de l'avoir offerte en sacrifice à Satan, mais l'affaire avait été abandonnée faute de preuves. Et par la suite, elle avait eu 3 autres enfants, mais aucun n'avait dépassé les 4 ans et de l'avis général, elle les avait tous assassinés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les faits contredisaient la légende, car d'après les registres d'état civil, elle avait eu un fils en mars 1849 qui était devenu agriculteur comme son père, donc forcément il avait dépassé les 4 ans. En plus de ça, elle ne s'était pas pendue dans la ferme, mais elle avait eu la gorge tranchée par un certain Weck à Uxbridge dans le Massachusetts. Mais quoi qu'il en soit, pour une raison inconnue, l'esprit de Bathsheba semblait vouer une haine profonde envers Caroline. Elle voulait la voir partir de la maison et lui faisait bien comprendre. Son fantôme était particulièrement hideux et l'odeur du mal flottait dans la pièce où il apparaissait. Son visage ressemblait à une ruche d'abeilles couverte de toiles d'araignée et il n'y avait pas vraiment de traits humains et de la vermine rampait dans les crevasses de sa peau. Sa tête était ronde, grisâtre et penchée d'un côté comme si son cou avait été brisé. Et rappelez-vous, elle avait eu la gorge tranchée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce fantôme-là avait ses préférences et elle ne s'en cachait absolument pas. Elle tourmentait souvent Caroline et Cindy, mais le maître de maison avait ses faveurs et elle le cajolait sans arrêt. Donc quand je dis le maître de maison, vous vous doutez bien que je parle du papa. Au début, elle était cruelle simplement envers Caroline, en la pinçant, la giflant ou en jetant des objets sur elle, mais au fil du temps, ses attaques étaient de plus en plus violentes et quelques temps plus tard, Bathsheba avait découvert que le feu était la plus grande peur de Caroline et donc elle commença à s'en servir pour la terroriser en jetant des torches enflammées sur ses couvertures. Fin octobre 1974, Ed et Lorraine Warren enquêtaient dans le Rhode Island et étaient par hasard près de la propriété des Perron quand Lorraine a cru sentir une présence dans la ferme. Elle frappa donc à leur porte, entra dans la cuisine en déclarant « Je sens une présence sombre et son nom est Bathsheba ». Caroline lui a donc raconté les phénomènes dont ses enfants avaient été témoins, étant donné que son mari, lui, était souvent absent pour son travail. Les Warren ont donc décidé de mener une enquête sur le passé de cette maison, et donc ils ont découvert que Bathsheba aurait donc assassiné sa plus jeune fille en l'offrant en sacrifice à Lucifer, et fait des rituels obscurs avant de se pendre en espérant hanter les lieux éternellement. Elle aurait aussi maudit quiconque vivrait ici, et l'efficacité de cette malédiction se vérifiait par les nombreuses tragédies qui s'étaient déroulées après sa disparition. C'est-à-dire qu'en fait, 8 générations d'une même famille y avaient vécu, et elles étaient toutes mortes dans la maison avant l'arrivée des Perron. Les Warren avaient découvert 2 suicides par pendaison, 1 par poison, le viol et l'assassinat d'une petite fille de 11 ans par un ouvrier agricole, 2 noyades dans un ruisseau, 4 hommes mystérieusement morts de froid, et la pendaison d'une vieille femme de 93 ans dans la grange. Et étrangement, la plupart de ces drames concernaient la famille Arnold, et même Bathsheba faisait partie de cette famille.
Pendant les nombreuses visites des Warren, aucun exorcisme n'avait été envisagé, mais une nuit pendant une séance de spiritisme, la situation avait tellement dégénéré et Caroline avait été possédée par l'esprit de Bathsheba. Et comme la situation devenait incontrôlable, un exorcisme a été effectué en urgence et l'esprit s'est montré incroyablement puissant. C'est-à-dire que Caroline était assise sur une chaise au milieu de la salle à manger et tout le monde formait un cercle autour en se tenant la main quand une voix gutturale semblait monter du plus profond d'elle et elle s'est mise à trembler de tout son corps. C'est là que la chaise s'est soulevée du sol, a traversé la pièce pour atterrir brusquement dans le salon et bouleversé, Roger, donc son mari, a violemment ordonné aux Warren de reprendre leurs équipements et de partir sur le champ. Plus tard, Caroline a décrit les événements de cette nuit-là comme terribles et même si l'intervention des Warren était bonne pour elle et pour son mari, la situation avait dégénéré après leur intervention. Et d'après l'avis d'Andrea, je cite, Ed et Lorraine ont certainement fait bouger les choses dans la maison, mais malheureusement, ils ont ouvert une porte qu'ils n'ont pas été en mesure de refermer. Et suite à cette expérience absolument désastreuse, Roger et Caroline se sont renseignés sur les derniers occupants de la maison et ont appris que tous avaient été victimes de phénomènes surnaturels, à l'exception d'un ecclésiastique qui n'avait peut-être pas osé l'avouer dû à sa religion. La famille Perron aurait aimé fuir la maison, mais des contraintes financières les en ont empêchés et ils ont dû apprendre à vivre avec tous les esprits présents. En 1980, leur situation s'est améliorée et ils ont donc abandonné la vieille ferme pour déménager en Géorgie où heureusement rien ne les a suivis. Mais en 1983, la propriété a été rachetée par Norma Sutcliffe, j'espère que je le dis bien, et Jerry Nelfrick. Et quelques temps plus tard, ils ont déclaré avoir été témoins de phénomènes étranges comme des bruits de coups sur la porte du hall d'entrée, des voix et conversations, des pas précipités, etc. Plus tard, Andrea Perron, donc l'une des filles, a sorti son livre intitulé House of Darkness, House of Light, The True Story, donc qu'on peut traduire comme Maison des Ténèbres, Maison de la Lumière, la véritable histoire, auquel certains lecteurs n'ont pas cru du tout en la véracité de son histoire et Andrea a déclaré, je cite, « Toutes deux, ma mère et moi, nous préférerions avaler notre langue plutôt que de dire un mensonge. Les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent, mais je sais ce que nous avons vécu. » Et donc, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, en 2013, James Wan, j'espère que je le dis bien aussi, a réalisé le fameux film Conjuring, les dossiers Warren, ce qui a permis à énormément de monde, et certainement toi aussi derrière la caméra, de découvrir les Warren, mais aussi de découvrir l'histoire de cette famille. Alors il me reste 1 minute, je vais essayer de faire une outro assez rapide. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette histoire aussi vous a plu. Dites-moi si vous connaissiez cette histoire parce que peut-être que certains n'ont pas vu le film, mais même si vous avez vu le film, est-ce que vous connaissiez la véritable histoire de cette famille? Moi je savais que ça venait d'une histoire vraie, mais comme je vous l'ai dit, j'ai regardé le film il y a pas très longtemps, donc j'ai découvert ça assez récemment. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire du coup en me disant si vous connaissiez tout ça, si ça vous a plu. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.